C'est l'heure de notre grande table ronde. Pas de data, pas d'IA, pas de chocolat. Comment le couple data-IA permet d'optimiser, d'enrichir l'expérience proposée. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos 4 invités. Bonjour à tous les 4. Alors première question, pas piège du tout, mais peut-être quelques mots chacun pour vous présenter vos fonctions et puis l'entité que vous représentez. Peut-être Gaëtan ? Oui, donc Gaëtan Hervé, je suis responsable de la plateforme IA, la Vaudoise Assurance. Donc c'est la plateforme où on fait nos agents IA. Et puis je fais aussi conseiller technologique pour toute la partie gouvernance qui se met en place en même temps et pas mal évidemment de questions. Où sont les LLM ? Qu'advient-il de nos données ? Il faut beaucoup lire pour essayer de comprendre ce que font les fournisseurs. Merci Gaëtan. Dimitri ? Bonjour à tous. Alors pour moi, je suis Dimitri Mella, responsable BI intégration à l'ensemble hospitalier de la Côte. J'ai le rôle finalement un peu analytique de l'institution, tout ce qui est création de tableaux de bord, de sources de données. Je suis pas responsable de la partie innovation digitale liée à l'IA directement, mais comme vous l'imaginez, enfin la data et l'IA c'est quand même très lié. Donc voilà. Merci Vincent. Oui, bonjour à tous. Vincent Reynaud, donc je suis responsable des données à l'État de Neuchâtel, rattaché au service informatique de l'entité neuchâteloise. Je suis en charge de tout ce qui est déploiement de la gouvernance des données auprès des 52 services de l'État, mais également en conseil. On ne se refait pas en tant qu'ancien consultant, on continue de faire du conseil auprès des clients que le service informatique de l'entité a, tels que les communes et le parapublic. Et donc, comme la donnée n'est jamais bien loin de l'IA, je suis également en charge des initiatives IA pour le service informatique. Merci Vincent. Frédéric. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc en charge du groupe SH Media pour tout ce qui est solutions métiers, donc qui va du digital, des applications, à la partie CRM, ERP, et au milieu de tout ça, il y a forcément la data et l'IA qui fait le lien entre toutes ces applications. Donc voilà, donc dans un domaine de la presse quotidienne, qui est un métier un peu différent. Bienvenue à tous les 4. Alors, ma première question, c'est peut-être de rentrer chacun dans les spécificités data peut-être de vos secteurs. Vincent, on peut commencer par vous. Au niveau de l'administration publique, est-ce qu'il y a des spécificités ? Ouais, la première spécificité, c'est le délai qu'a mis l'administration publique à se rendre compte que la donnée devait devenir un actif stratégique. Et l'objectif de la valeur qu'on va en faire. Dans le privé, on se dit, la donnée, on va pouvoir en tirer de l'argent. Dans le public, c'est comment on va faire des économies et comment on va améliorer le service aux citoyens et accessoirement prendre des décisions pour les citoyens. Pour moi, c'est la principale spécificité. Merci. Dimitri, sur le volet peut-être plus santé hospitalier. Oui, alors dans un hôpital, on a tendance à dire souvent qu'il y a un peu tous les métiers qui sont représentés, ce qui est un peu le cas chez nous. Donc en termes de data spécifiquement, on a beaucoup de sources de données, beaucoup d'applications différentes. Donc le terrain de jeu, il est immense, et on est aussi arrivé un peu en arrière, je dirais, par rapport aux entreprises privées. On s'est arrivé un peu dans le tard. Il y a encore 5-6 ans auparavant, on n'avait quasiment aucune solution analytique au sein de l'institution, tandis qu'aujourd'hui, on a plus d'une centaine de tableaux de bord. Merci. Gaëtan, avec bien le monde des assurances, a aussi la FINMA, il me semble, pour poser des règles, un cadre. Oui, c'est ça. Donc, je pense que vous le savez tous, en Suisse, on a la chance ou la malchance de ne pas avoir de loi sur l'IA. Ça dépend le point de vue, contrairement à l'Europe. Par contre, nous, dans le monde assurantiel, c'est la FINMA qui gouverne beaucoup de nos activités. Et donc, la FINMA, elle a émis une circulaire essentiellement pour les banques déjà en août 2024. Donc là, on peut voir que c'était assez précurseur. Et en gros, c'est simple. Inventaire des solutions IA, transparence sur le fonctionnement, gestion des risques associés. 3 mots, une tonne de travail. Et ça a été rappelé par notre président du conseil d'administration, parce qu'il y tient aussi qu'on respecte ces règles pour être aligné et pas d'un jour perdre notre licence. Merci Gaëtan. Si on aborde chacun vos grands défis data du moment, peut-être Frédéric pour commencer ? Oui, alors je pense que nous, le plus gros défi qu'on a dans la presse par rapport à la data, c'est que finalement le produit qu'on génère, c'est de la data, c'est nos articles. Et donc aujourd'hui, comment on donne accès à cette data finalement à l'extérieur au LLM, on a peut-être un chemin un peu opposé d'une certaine façon, parce que nous, on veut protéger cette data. Donc autant les LLM, on fait du SEO, on fait le GEO, mais derrière, il faut comprendre notre business model qui, si on consomme nos contenus dans les LLM, il n'y a plus de paywall, il n'y a plus de pub. Et donc, voilà, c'est le challenge que nous, on a aujourd'hui sur la data. C'est comment la consommer de façon intelligente par rapport à notre business model. Et protéger vos contenus.
Merci Vincent. Alors moi, ça va faire écho à la présentation de Catherine, forcément, en tant qu'État. Les gros enjeux, c'est la souveraineté et la protection des données, des fois peut-être un peu trop loin dans notre démarche. Et également, après, là, ça va faire écho avec la présentation de la loterie romande, c'est de re-rendre aux différents services de l'État la responsabilité, la propriété et les actions autour de leurs données. Car c'est en effet, on n'enlèvera pas que c'est le métier qui connaît le mieux. Et souvent, ils ont tendance à se dire, c'est le service informatique qui possède nos données. Oui, on les stocke, mais la propriété leur revient. Et c'est de faire ce switch pour leur donner une technologie et des choses qui vont leur permettre de gouverner et d'utiliser leurs données à bon escient. On voit cette mécanique vraiment d'aller redonner la donnée dans le contexte, qu'elle soit utilisée au plus près des besoins, sans sortir ou ouvrir 50 fenêtres. Merci. Dimitri ? Oui, alors de notre côté, je rejoins exactement ce qui a été dit. C'est clair que dans un hôpital, les données, elles sont particulièrement sensibles, surtout quand on parle de données patients. Donc il y a toute cette notion de souveraineté qui est extrêmement importante. On a plein d'idées d'outils à utiliser, que ce soit des outils liés à l'IA ou autres. Et on a aussi, moi de mon côté, en tout cas dans le côté data, comment est-ce que je peux mettre à disposition cette donnée de manière le plus optimale possible finalement, pour que ce soit des choses, des modèles qu'on entraîne en interne ou des modèles propriétaires avec qui on passe par des fournisseurs. Merci Gaëtan. Alors, sans surprise, les mêmes challenges un peu que tout le monde. Peut-être reprendre ce qui a été présenté juste avant sur la loterie romande, où on passe de la donnée à de l'info, à de l'analytique. Et puis voilà, l'IA, c'est les étapes suivantes. C'est prédire, mais souvent, ça sert quand même pas à grand-chose. Et c'est prescrire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait. Et là, on le voit, un use case tout simple chez nous, c'est de catégoriser les conversations téléphoniques du call center. Si on n'a pas des référentiels de données propres de quelles sont ces catégories qu'on attend, qu'est-ce qu'elles doivent déclencher, on a mis une étiquette. Quand on passe devant, on la regarde, on l'oublie. Et ça, c'est un des gros challenges des chantiers data actuels, c'est d'avoir des liens entre nos données et nos référentiels. Est-ce que l'IA va bien pouvoir produire et faire les liens? Sinon, ça s'arrête. Donc on est sur de la donnée, on parlait tout à l'heure de données vivantes avec Julien, on parle de données actionnables aussi aujourd'hui, c'est bien qu'on puisse y accéder, mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite derrière? Ma prochaine question, c'est est-ce que votre métier à chacun a évolué face à l'arrivée de l'IA? Gaëtan, ça a changé sans changer ou profond bouleversement? Oui, je pense que le plus gros changement, l'IA, c'est pas nouveau. Enfin, ça a été présenté aussi ce matin, ça date des années 1600, c'est ça? Si on regarde bien. Non, c'est ce sentiment d'accessibilité immédiate qui est arrivé avec les ChatGPT ou équivalents. Et en fait, on doit aller expliquer au métier que c'est pas parce que c'est simple de faire un prompt que c'est simple de faire un système informatique qui va inclure de l'IA dans son automatisation. Et intégrer de l'IA dans un SI, c'est un cauchemar. Vraiment. Et ça prend du temps, il faut tester, se mesurer et il faut suivre. Et je pense c'est ça la grosse évolution, c'est qu'on va devoir accompagner le métier pour leur dire merci pour vos idées, mais une intégration, c'est complexe. Ouais, c'est intéressant, on a vu cette démarche dans d'autres métiers. En tant que client, on va dans le magasin et puis finalement, on a l'impression d'en savoir plus que le vendeur. Chez le médecin aussi, j'entendais des gens qui disent moi, j'y vais, je sais déjà ce que j'ai, je veux juste une ordonnance. C'est un peu ce que vous avez aussi au niveau des équipes IT où les équipes marketing peut-être peuvent arriver en disant c'est simple, on fait ça et ça va vite. Je vais prendre une analogie, puisque comme j'ai dit, ça fait un petit quart de siècle que je suis dans le milieu professionnel. Je faisais des intranets au début des années 2000 et on venait me montrer ce que le FIS avait fait avec Front Page pour le site du tennis local en me disant on peut pas faire des boutons qui changent de couleur quand on met la souris dessus. Aujourd'hui, c'est puissance 1000 avec l'IA. Regarde ce que j'ai fait à la maison, regarde ce que j'ai fait avec Copilot. On essaye d'expliquer que ça s'industrialise pas en 5 minutes. Voilà. Merci. Dimitri, des évolutions dans votre rôle ? À titre personnel, en effet, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Moi, j'utilise aussi aujourd'hui au quotidien certains outils tels que Claude, par exemple, pour la partie technique. Mais c'est vrai que cette démocratisation au niveau de notre métier, au niveau des professionnels de santé, que ce soit des médecins ou des soignants, ça crée clairement ce genre de problématique. On nous dit, regardez ce que j'arrive à générer avec ChatGPT. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer ça directement dans notre système? Alors, on arrive quand même un peu à challenger aujourd'hui en posant quelques questions, en se disant, mais vous êtes sûr vraiment que le résultat qui a donné correspond exactement à ce que vous voulez? Et quelquefois, on remarque finalement, il n'y a pas tout qui est 100% aligné. Et puis voilà, mais c'est clairement un challenge, cette démocratisation, parce qu'on vient vers nous en disant, finalement, c'est simple. On ne pourrait pas l'intégrer directement dans notre DPI ou dans notre ERP. Vincent, un enjeu autour de la donnée aussi? Ouais, ça change beaucoup de choses. Alors, à titre personnel, le quotidien change en manière de travailler. Et tout va extrêmement vite, c'est-à-dire qu'on change de manière de travailler, mais 3 mois après, on rechange de manière de travailler.
Moi, ce que je vois ça a amené que ça change beaucoup de choses. Si on reprend l'époque d'Internet, quand Internet est arrivé, la plupart des gens ne l'avaient pas à la maison, mais l'avaient au travail. Donc après, ils espéraient pouvoir avoir ce système chez eux. Là, ChatGPT a débarqué 2022 en pleine force, mais depuis la maison, et les gens se sont dit, oh bah, du coup, je l'ai au quotidien aussi au travail. Et ils ont amené ce besoin où, du coup, ils sont partis direct, sans réfléchir. Je l'utilise, c'est trop rapide, c'est super, un peu fantasmé en termes de c'est magique, mais il y a ce côté où là, on a besoin d'amener un certain cadre. Surtout, on en revient toujours à la protection des données. On a des services tels que le social, tels que les contributions, tels que les familles, les affaires familiales. Au nombre de requêtes qu'on voit partir sur les URL d'intelligence, d'IA générative telles que ChatGPT, on est sûr à quasiment 100% qu'il y a de la donnée sensible qui part. Rédige-moi la lettre pour monsieur dans le cas de sa subside et de son divorce avec madame. Et boum, il y a quelque chose qui est parti sur des sujets critiques. Donc c'est un enjeu de gouverner un peu cela, et ensuite, comme a dit Gaëtan également, d'être capable de répondre à leurs besoins et de l'intégrer dans leurs outils au quotidien, parce qu'ils ont l'habitude maintenant à la maison. On nous a dit, pourquoi vous bloquez juste pas l'URL ? Parce qu'ils vont prendre leur NATL, ils vont se connecter à ChatGPT sur le NATL et ils vont l'utiliser. Donc de toute façon, ils l'utiliseront. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on met en place une gouvernance efficace. On accompagne aussi, on reviendra tout à l'heure sur le volet culturel, accompagnement des usages, sensibiliser à la donnée sensible. Frédéric, quelles sont vous les principales IA ou la principale IA que vous utilisez en termes d'outils ? Alors je pense que je rejoins le constat que ça change tous les jours. Donc, chaque IA a son savoir-faire, des bonnes choses, des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. Donc, je pense qu'il n'y a pas de choix ferme. Nous, on voit côté digital, on passe de ChatGPT à plus de Claude. Dans la presse, beaucoup sur Perplexity et beaucoup de solutions trouvées sur Internet par les métiers eux-mêmes. Donc là, il y a une diversité qu'il faut réussir à canaliser. Et je rejoins parce que finalement, les articles ou les contenus sont mis dans ces IA pour générer des choses, donc finalement c'est très pratique. Mais donc il y a une grande diversité et je pense qu'en conclusion c'est finalement avoir cette veille au continu et savoir s'adapter à. Aujourd'hui c'est Claude Code, demain ça sera autre chose et chaque semaine, chaque release fait qu'on change. Vincent, quels outils vous utilisez ? Alors il y a jusqu'à quelques temps c'était principalement ChatGPT. Depuis peu c'est tout autour de la suite anthropique. Claude, avec, je crois qu'on y revient un peu plus tard, mais une étude qui est menée actuellement aussi autour du vibe coding. Je crois qu'on y revient après. Merci Dimitri. Pour ma part, c'est plutôt Claude en effet pour la partie technique et dans mon équipe. Je vois que au début c'était ChatGPT, maintenant ça a clairement basculé sur plutôt Claude. Mais comme ça a été cité, en effet, on ne sait pas si dans un mois ou 2 mois finalement il y a quelque chose d'autre qui va arriver qui sera encore plus performant et intéressant. Donc il y a toujours cette veille technologique à effectuer. Gaëtan, dans la préparation des échanges, vous m'avez dit, Barbara, c'est accepter de monter une tour en bois et qu'accepter qu'un enfant arrive et y mette un pied dedans et tout recommencer. L'IA en général, oui, c'est que tout change à une très grande vitesse. Oui. Donc, il faut avoir des solutions qui peuvent accommoder le fait qu'on va recevoir de Microsoft que dans 3 mois, le modèle XYZ sera décommissionné ou plus poliment, comme ils savent le faire, ils feront une adaptation de tarifs dessus qui donne pas envie de continuer de toute façon, donc il faut s'adapter. Et quels outils vous utilisez ? Alors nous, tous les outils IA là, où on travaille, c'est une validation de 4 parties, sécurité, gestion des risques, le digital office et la technologie. Donc avec ça, on a pu valider GitHub Copilot uniquement sur les modèles OpenAI pour des raisons de processing third party, parce que si on part sur Anthropic, ça va chez Amazon, donc on n'a pas de sûreté sur ce qui se fait. Tous nos employés maintenant en Copilot MS365, donc la version payante, avec une restriction sur ce qu'ils peuvent faire avec, c'est-à-dire ne pas travailler sur des processus d'assurance, puisque ça fait partie de réglementation FINMA. Et puis pour nos use cases, on est très lié à Azure OpenAI. Pourquoi ? Parce que de nouveau, d'un point de vue légal et contractuel, on a pu valider des choses avec eux, signer des clauses supplémentaires, comme par exemple le fait qu'ils gardent pas nos logs. Et bien sûr, qui réentraîne pas les modèles avec. Mais ça, celui qui est dans une société qui accepte ça aujourd'hui, c'est dangereux. Donc c'est vraiment très très cadré pour le coup. Il n'y a pas le choix, puisque si on prend n'importe quel LLM, on ne sait pas où vont les donner. Alors justement, si on rentre maintenant dans les cas d'usage chacun, Gaëtan, peut-être un cas d'usage que vous souhaitez nous partager ? Oui, donc comme je l'ai dit, on a GitHub Copilot, donc les informaticiens se font des skills, c'est tout, donc ça marche bien. Un cas plus métier qu'on a actuellement, c'est vraiment
la lecture des documents liés à la gestion des prestations. Puisque là, on a vu qu'un bon agent IA avec un bon LLM ou deux, des fois, on arrive à connaître le contenu du document avant même qu'un humain l'ait lu et déjà soit l'orienter au bon endroit, soit en faire un résumé qui permet de faire des pré-catégories de remboursement. Et ça, c'est ce qui marche vraiment. Donc, essentiellement autour de l'efficacité opérationnelle, quelques-uns autour de la compréhension des échanges clients, donc puisque c'est très verbeux, et pratiquement rien vers la vente ou les nouveaux produits aujourd'hui, parce que c'est très très sensible. Et, de nous, on est sur des produits réglementés, hein, on ne peut pas changer les tarifs à la volée, donc là, il n'y a pas de use case. Au total, combien vous avez d'agents déployés aujourd'hui ? Déployés en production, on est en 3 et 5 selon comment on compte, et puis on en a une dizaine en préparation pour la fin de l'année. Voilà. On a commencé vraiment qu'il y a 2 ans, et puis à fond il y a 1 an. Le pain point, c'est quoi ? C'est l'intégration finalement ensuite enfin le passage à l'échelle ? C'est ça. Faire un agent IA aujourd'hui avec des LLM, c'est pas très compliqué, à part ce qui a été montré ce matin, hein, qui demande plus. Le tester, ça peut prendre déjà plus de temps, et l'intégrer dans des systèmes legacy, des processus pas faits pour travailler avec l'IA, souvent c'est là qu'on arrête le projet. C'est-à-dire qu'on voit qu'on va pas pouvoir l'intégrer, on va pas savoir quoi faire de la réponse de l'IA. Merci Gaëtan. Dimitri, quels sont les grands projets en cours ? À quel stade ils sont ? Alors, à l'ensemble hospitalier de la Côte, on en a plusieurs. En toute honnêteté, on n'a pas encore aujourd'hui de projet vraiment qui est en production à proprement parler. On est clairement encore dans une phase exploratoire. Donc pas tout partira en production, j'imagine, vu qu'on a quasiment une vingtaine d'initiatives finalement en parallèle. Je pense citer un que je trouve assez intéressant. On a typiquement en collaboration avec une entreprise suisse où on fait des comptes rendus de consultation. Donc finalement quand le patient il vient à sa consultation, il y a un appareil, il est informé, les données sont stockées en Suisse, les modèles sont entraînés en Suisse et ne sont pas contactent pas des API à l'externe. Et puis fait en se basant sur le dossier du patient informatisé, finalement un compte rendu et déjà quelques premières analyses sur la consultation. Et on a également un deuxième projet en collaboration avec Synotis, où j'aurai peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Vous pouvez maintenant. Directement, alors on a un projet qui s'appelle Quick Letters en collaboration avec Synotis, où l'idée finalement c'est pas une IA générative. L'idée c'est de proposer une aide à la rédaction des lettres de sortie pour les médecins assistants, qui est une tâche administrative assez lourde. Une fois que le patient il sort de notre établissement, il y a une lettre de sortie qui est générée, qui est une tâche qui prend du temps. Et en fait, avec cet outil-là, on va chercher des informations dans le dossier du patient, que ce soit des analyses de laboratoire, des notes de médecin ou autres, et on propose déjà certains paragraphes de la lettre de sortie, mais qui doit être validé par le professionnel de santé, par le médecin assistant, parce qu'autrement, voilà, c'est pas une génération totale où on n'a pas la main dessus. Il y a quelqu'un du métier, un professionnel qui doit donner son aval. La valeur recherchée, c'est quoi ? C'est le soutien métier, le gain de temps aussi, surtout c'est cette partie de tâches administratives. Oui, alors à 100%. Le créneau qu'on s'est donné, c'est pas faire des projets pour faire des projets, c'est de se dire on va se focaliser sur des projets qui réduisent le temps administratif de nos professionnels de santé. Parce que c'est ça aujourd'hui, quand on demande à un médecin, quand on demande à une infirmière ou un infirmier, quel est le temps qui passe auprès du patient, il est de plus en plus faible par rapport à de la saisie administrative. Donc on s'est dit on va se focaliser sur des projets qui peuvent leur faire gagner du temps à ce niveau-là. Merci Dimitri. Vincent, les projets en cours ? Alors les projets en cours, parce que tout comme Dimitri, on n'a rien actuellement de réellement palpable en prod. Ils s'articulent sur différents sujets. On a infrastructure, où il y a un projet d'une infrastructure cantonale qui a été lancé en partenariat privé-public pour rejoindre le sujet de la souveraineté. Clairement, c'est une volonté politique d'offrir ça au niveau du canton de Neuchâtel. Un RFI qui a été lancé récemment autour d'un assistant IA cantonal, ce serait d'ouvrir un GPT aux collaborateurs, mais un GPT interne et maîtrisé. Toujours dans ces mêmes questions, ça répond à leurs questions, mais on maîtrise les données, on maîtrise où ça va. Au sein du service informatique, il y a 2 initiatives là qui sont vraiment avancées, qui sont en cours. C'est pour le helpdesk, le déploiement d'agents IA pour aider les agents du helpdesk dans la résolution des tickets de niveau 1. Où là, le projet va avoir plusieurs étapes, où l'idée là, c'est de faire de la classification, du résumé, de trouver des solutions par rapport aux tickets déjà existants. La deuxième va être d'aller également chercher des solutions possibles sur Internet, puis la base Confluence. On rejoint la gestion de la base de connaissances. La version 3 serait de faire que les agents, suite à résolution, aillent eux-mêmes proposer des pages dans la base de connaissances
pour avoir un cercle vertueux. Et la dernière initiative, donc je rebondissais sur ce qu'on disait avant, c'est de mener une étude autour du vibe coding et de Claude Code, et pas se dire, ok, c'est magnifique, ça développe, c'est super, mais d'aller un peu plus loin avec les questions juridiques de propriété intellectuelle, et également de pouvoir remonter à nos politiques les enjeux vis-à-vis des formations, pour se rapprocher du coup du secteur obligatoire et du secondaire, mais également commencer à leur mettre en avant du factuel de quels sont les potentiels métiers à risque d'un point de vue chômage et sociétal, de se dire, là on vient de se rendre compte que les juniors devs, les devs juniors, ils ont pas forcément de valeur, attention à ça, attention à ceux qui sont formés, attention à tel domaine, vous continuez de former des métiers autour de Excel, mais Excel demain, ça va être utilisé par des agents IA. Donc c'est d'avoir un discours au-delà de juste le vibe coding, et enfin d'amener au sien évidemment le fait de, on va peut-être arrêter d'externaliser certaines choses, on peut les faire nous-mêmes à moindre coût. Merci Vincent, vous soulevez aussi un sujet qu'on évoquera un peu plus tard, mais cette génération de jeunes qui arrivent aussi sur le marché. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une génération sacrifiée entre ceux qui maîtrisent un savoir plus senior, ceux qui arrivent, quelle valeur on leur donne et comment on leur apprend aussi à connaître le chemin qu'on leur demande de prompter ensuite et pas de se suffire de écoute, cherche pas à comprendre, fais ce prompt et ça fonctionne bien. Mais on soulèvera ce point juste après. Frédéric, quels sont les projets en cours? Alors, nous, on a un gros projet sur le patrimoine de la donnée, justement, au travers du RAG, et de construire vraiment un RAG augmenté. On a les contenus, forcément les articles, mais on a la consommation, on a tout le trafic, on a le comportement CRM derrière ces articles. Donc, on essaie vraiment de bâtir un RAG qui puisse être exploité au mieux après par les LLM. Donc ça, c'est un des projets sur lesquels on s'est lancé avec les choix de techno où on est parti une semaine sur une techno, après on change de techno. Donc faut trouver la bonne techno et il n'y en a pas forcément la bonne. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième projet, et je rejoins la partie vibe coding, qui sont plutôt sur les processus internes de spec-driven development, où on est en train de se mettre effectivement dans ces processus entre la gestion de projet, sur comment j'automatise une partie des processus qui va depuis la rédaction des spécifications à la partie code, à la partie test. Donc tous ces processus internes, on s'appuie maintenant sur ces outils d'EDLM pour voir ce qu'on peut faire pour optimiser nos processus. Et ça reste, je pense aussi, la discovery. On cherche, on n'a pas encore vraiment en production ces projets. Donc voilà, 2 projets. Ok, donc on est pour beaucoup en phase exploratoire de POC, et donc la prochaine étape, ça sera aussi pour beaucoup, on l'a vu, grande roadmap pour Vincent, mais de passer à l'échelle et de pouvoir ensuite déployer. On a évoqué des projets en cours. Est-ce que peut-être Frédéric, vous avez aussi des projets qui ont été avortés, abandonnés? Moi, j'aime bien aussi aller voir ces côtés-là. Pourquoi on a voulu faire quelque chose et puis on a décidé de pas continuer dans ce sens. Je vais citer celui qu'on a vu avant, mais nous on a pris un chemin inverse, c'est que Copilot Microsoft, alors là on a arrêté, on a démarré un petit peu, on a essayé de voir ce que ça pouvait donner, et puis le produit était soit pas mature, puis c'était il y a 6 mois, 9 mois, donc peut-être que 9 mois plus tard, maintenant il est mature. On l'avait testé d'un point de vue Power BI, mais après il y a les questions de fabrique, pas fabrique, il faut avoir les bonnes data layers. Donc nous, un projet qu'on a aborté pour l'instant, c'est la mise à disposition de Copilot pour les employés. Merci Frédéric. Gaëtan ? Nous, on a une phase de faisabilité au début dans tous nos projets IA, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que ça va donner en retour et est-ce que le métier peut se projeter de l'utiliser? Donc, sur 2 ans, on en a plus d'une dizaine qui sont pas allés plus loin parce que pas très intéressant ou pas pertinent. Un exemple, adapter le discours pour le vendeur selon la typologie du client par rapport aux fiches produits. Pas assez personnalisé, très, très vague finalement, et ça plaisait pas dans une culture où le vendeur d'assurance, il a encore une relation très forte, surtout sur les gros contrats. Puis finalement, les petits contrats, on parle pas longtemps avec le client. Donc voilà, un exemple où le résultat de l'IA, il a été jugé pas pertinent pour en faire quelque chose d'industriel. Merci. Vincent, peut-être avec votre expérience, quels sont les points de vigilance, les axes d'amélioration, peut-être aussi en termes de management du risque, qu'est-ce que vous observez ? Le retour en force de la gouvernance de la donnée, qui est vraiment, on l'avait un peu enterré, et en fait, on s'est rendu compte par les études que les échecs des projets IA ont été intrinsèquement liés à des problèmes autour de la donnée, alors hormis des fois des mauvais choix aussi sur Jean Gaëtan de est-ce que vraiment il y avait un intérêt de faire ce projet. Donc il y a vraiment ce retour en force de l'intérêt de la qualité de la donnée, de la gouvernance de la donnée pour en faire quelque chose.
Et après, on revient toujours malgré tout aux enjeux de sécurité dans le management du risque. Et ce qu'il y a autour du projet, pour moi, je trouve qu'il y a, surtout dans les cantons où nos budgets sont allègrement coupés, c'est de trouver les bons sujets qui ont une réelle valeur. On ne peut pas se permettre de faire trop de l'exploratoire. On doit vraiment stocker toutes nos demandes et commencer à dire non, 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 non. Ah, celle-là, il y a un vrai gain de TP ou pour le citoyen. Ok, lui, on peut mettre une partie du budget et aller dessus. Et en se disant, il faut qu'on aille au bout. Ça va être difficile de se dire non, on le stoppe. Au final, ça reste les impôts aussi, il faut quand même pas l'oublier. Donc, c'est ça pour nous les risques au niveau de l'administration publique. Merci Vincent. Dimitri ? Oui, alors je rejoins cette partie-là. C'est vrai que la qualité de la donnée et la gouvernance, c'est assez central. Ça me fait penser à un projet qu'on avait essayé il y a 2 ans, qu'on a avorté justement, où l'idée c'était de classifier automatiquement les factures qui étaient refusées par les assurances dans notre système pour qu'elles puissent être traitées par la suite par les personnes les plus habilitées en fonction du refus. Et en fait, nos données d'entraînement qu'on a données, on a remarqué que pour des mêmes refus, le métier classifiait dans des catégories différentes. Donc évidemment, l'IA, une fois elle mettait là, une fois elle mettait là-bas. On voyait très bien qu'en fait c'était pas du tout exploitable et la qualité de notre donnée de set de base n'était pas du tout adaptée. Donc ce projet d'il y a 2 ans, on l'avait avorté. Un enjeu aussi, Dimitri, de supervision, de bien s'assurer que les données qui sont entrées manuellement, potentiellement aussi, soient correctes, parce que sinon ça a des incidences ensuite. Bien sûr, oui. Alors on pourrait imaginer que dans le domaine médical, il y a beaucoup de données structurées, mais aussi beaucoup de données non structurées. Et là-dessus, c'est là-dessus où finalement où les IA génératives sont les plus intéressantes. Il y a tout un contrôle à faire. Et en plus de ça, on a encore eu le cas il y a de ça quelques semaines sur un autre domaine. On a un stagiaire du département des finances qui a voulu automatiser quelque chose via Excel en faisant du VBA et des macros, qu'il a tout demandé à ChatGPT. Et finalement, après 2-3 semaines, il est venu nous voir en nous demandant si on pouvait l'aider, le service informatique. Puis dès qu'on a mis la main dedans, on a tout de suite vu qu'en fait, il y a eu beaucoup d'itérations, que ça respectait pas certains concepts, puis que c'était pas du tout optimisé en fait finalement. Donc on voyait que là, il y avait pas d'œil expert finalement qui avait pu mettre son nez dedans pour valider la chose. Et oui, l'humain reste quand même expert. Gaëtan, point de vigilance, conseil ? Alors, comme ça a été bien montré ce matin, le LLM, c'est un prédicteur du prochain mot. Pour pas rentrer politique stérile qui tourne sur Twitter en ce moment, c'est un excellent prédicteur. Mais savoir si c'est juste ou faux, c'est l'humain qui décide. Lui, il produit. Et c'est l'humain qui va décider. Si l'humain, il est devant son poste avec son copilote qui pose une question, nous, on estime dans notre assurance que c'est pas tellement plus risqué que d'aller faire une recherche Google, de pas comprendre ce que sort le premier lien, puis de mal interpréter. Or, peut-être l'effet un peu, comme ils disent aux US, sycophancy de ces GPT, on va pas traduire le mot, ça se fait pas ici. Voilà. Le great challenge, c'est quand on commence à dire, je vais automatiser quelque chose avec un LLM ou de l'IA, et donc, il faut acquérir la confiance. Parce qu'on va plus demander à la personne d'aller revoir chaque résultat produit. Sinon, il n'y a pas d'automatisation. Et c'est là le plus gros danger. De l'IA pour soi, c'est vraiment utile. De l'IA pour l'entreprise, c'est compliqué. Et quand on laisse le shadow IA, alors là, je pense que pour ceux qui se rappellent des périodes Access, Macro, Excel, comme vous dites cité, c'était un cauchemar. Là, ça va être un cauchemar on steroids. Parce qu'il y a quand même tout l'enjeu d'éviter tout ce côté black box. Il y a quand même tout le côté dark de l'IA aussi. On peut parler de shadow IA, mais ce côté black box où, ça fonctionne, mais le modèle, normalement, il peut fonctionner au démarrage. Moi, j'ai un exemple que j'aime bien de quelqu'un de chez Center Parcs qui dit on a mis en place un bot conversationnel et il fonctionnait hyper bien. Et destination client, directement. Et en fait, le bot ne s'est mis à halluciner que 3 mois après. Pas tout de suite, mais parce que les données sur les domaines, sur les séjours, ils n'étaient pas mis à jour, justement. Et donc, à un moment, il y a eu ce défaut de clarté, de données, de fraîcheur de données. Et si on ne contrôle pas, à un moment, ça dévie et c'est la cata. Alors, si on continue maintenant, quelle est pour chacun la valeur ajoutée du couple data-IA dans notamment l'UX? On l'a évoqué tout à l'heure avec David. On le voit que c'est quand même tout ce chemin-là, cette proposition d'expérience. Donc, comment ce couple data-IA permet de valoriser justement les projets UX ou vous soutenir peut-être, Dimitri?
Alors chez nous c'est un peu particulier, je dirais, dans le sens où alors si je fais référence à ce qui a été présenté avant, on aurait notre site internet à la rigueur sur lequel on pourrait imaginer de faire certaines choses. Mais pour les applications qu'on utilise nous au sein de l'institution, en fait, on n'a pas de développement interne. C'est pas des applications sur lesquelles on a la main. Elles sont fournies par des fournisseurs. Mais par contre, on a typiquement un projet actuellement d'analyse en fait, quand un patient il est admis chez nous, il est hospitalisé sur plusieurs jours. On a une entreprise qui est en contact direct avec nos fournisseurs, donc qui va s'intégrer directement au sein de l'application pour déjà prédire certaines choses sur l'état de santé du patient. Donc on a vraiment mis en commun, au lieu d'avoir encore un outil externe ou une interface externe, on a mis en commun ces deux entités pour que ce soit finalement directement intégré dans l'application. Donc c'est un peu un exemple qui me vient comme ça. Vous allez le rajouter direct. Frédéric ? Oui, donc dans le domaine de la presse, il y a un concept qui est vraiment le besoin lecteur. Donc dès qu'on va rédiger un article ou qu'on va planifier un article, on va se poser la question pourquoi est-ce que je veux faire cet article ? Est-ce que c'est pour m'informer ? Est-ce que c'est juste pour raconter ce qui se passe ? Et là, la data nous aide en amont pour planifier et surtout après un article produit, analyser effectivement est-ce que ça a répondu aux besoins et d'un point de vue UX sur nos apps ou sur nos sites internet, calibrer et mettre en avant les bons articles au bon moment ou planifier les newsletters sur les bons contenus. Donc c'est là que nous on a un cercle vertueux au travers de la data pour la partie UX pour nos articles. Vous réfléchissez aussi à une nouvelle interface UX ? Oui, on est en train de réfléchir sur la partie des applications. On fait effectivement le virage que nous, le site internet avec les clics, c'est presque un truc mort. Voilà, le site internet c'est has-been, c'est fini. Donc on est sur l'application pour garder une relation directe avec nos abonnés, que ce soit le papier ou l'application mobile. Et donc là, l'UX maintenant des applications mobiles devient encore plus importante pour avoir cet accès direct au lecteur et non via les third parties, que ce soit les LLM. Donc là, l'UX est encore plus importante aujourd'hui, notamment dans les apps. Frédéric, comment vous résumeriez votre maturité Dataïa aujourd'hui ? Alors, je pense que la partie data, elle n'est pas nouvelle, donc je pense que celle-ci, on a une bonne maturité. Je pense que dans pas mal de groupes, maintenant, on a une moderne data platform, on a des data lakes, on a des ETL, on a du DBT, on a du Power BI, donc du Looker. Enfin, voilà, on est bien équipé pour faire beaucoup de choses autour de la data, et je pense que ça prend bien, et je pense que les métiers viennent petit à petit sur la partie data. Par contre, la partie IA, je pense que là, c'est un petit peu le Far West aujourd'hui, c'est encore très déséquilibré. Et je pense l'exemple de savoir si telles équipes sont plus matures pour aller dessus, c'est ce qu'on observe avec certaines équipes qui sont volontaires, qui veulent aller. Et je pense que c'est comme ça qu'on priorise un petit peu, c'est qu'on prend ceux qui veulent aller sur l'IA. Mais clairement, ce n'est pas équilibré dans l'entreprise aujourd'hui. Merci Vincent. Alors moi, j'aurais aimé pouvoir dire la même chose au niveau de la donnée. Malheureusement, je vais être honnête, la maturité de la donnée au niveau de l'État de Neuchâtel est relativement faible versus l'IA. Et on va pas se mentir, l'IA c'est plus sexy que la donnée. Donc les gens vont beaucoup plus dessus. Donc c'est clair qu'au niveau de l'IA, c'est hétérogène en termes d'acceptation. Il y a toujours bien sûr des réfractaires, donc il y a un décalage entre les personnes. Mais on a une dette au niveau de la maturité donnée à récupérer pour après pouvoir bénéficier au maximum des capacités de l'intelligence artificielle. Dimitri ? Alors, de notre côté, pour vous essayer peut-être pour mettre un peu dans le contexte, il y a 5-6 ans, je pense la data au sein de l'ensemble hospitalier de la Côte, elle se résumait à un cube SSAS et à des rapports reporting business object envoyés une fois par semaine. Donc ça, c'était la situation finalement il y a 5-6 ans. Donc on part d'assez loin. Depuis, notre stack data, on l'a fait clairement évoluer. On a plus d'une centaine de tableaux de bord, consultés, mis à jour de manière quotidienne, voire un peu plus fréquemment pour certains, consultés régulièrement par la direction ou le corps médical, utilisés dans des copiles ou lors de prise de décision. Donc on voit que clairement c'est une évolution linéaire de la maturité. Donc là on est plutôt bien aujourd'hui, mais maintenant il y a toute la partie finalement liée à l'IA où là on est encore clairement en phase exploratoire. Et puis on peut dire qu'on est plus ou moins dans le Far West, c'est pas mal. Merci Gaëtan. Oui, pareil pour la data, je pense une bonne maturité en tout cas sur son utilisation, avec quand même des gros challenges de transformation digitale, de modernisation, d'utilisateurs qui ont des attentes différentes. Ça, c'est jamais simple évidemment. Pour l'IA, on va dire si on avait une échelle de 1 à 5, on dirait 3.
C'est-à-dire qu'on la subit plus, les gens peuvent un peu se l'approprier. Ce qui nous manquerait pour passer à l'étape 4, c'est vraiment ce qui a été montré ce matin, c'est de la data AI ready. Mais tout, hein, y compris les données non structurées. C'est-à-dire aujourd'hui, on a beaucoup de documents, de connaissances qui sont encore tacites ou décrites de la façon A sur une page du blog et B sur une autre. Donc on va pas demander à l'IA de choisir. Et puis le niveau 5, qui je pense est le Saint Graal, c'est ce que Microsoft définit comme les agency rules, donc très mauvais terme anglais à traduire, mais est-ce qu'on sait que pour une donnée en entrée, un document en entrée, une demande client en entrée, qu'est-ce qu'on doit produire en sortie? Et ça peut demander des centaines de milliers de combinaisons qui, le jour où elles seront structurées, alors on va pouvoir s'amuser au milieu avec des agents IA en toute confiance. Tant qu'on n'a pas ça, on change un mot dans un prompt, on ne sait pas si on a tout cassé ou pas. Donc il y a quand même un gros enjeu à la fois sur la structuration de données, référentiel, catalogage. Qu'est-ce qu'un client inactif? Pour le service client, ça va être une définition, pour le service marketing un autre. Et ensuite, effectivement, de qu'est-ce qu'on demande, et si on change un mot dans la façon dont on demande, est-ce que ça change tout le livrable ensuite? Donc merci beaucoup. Quel est, Gaëtan, pour vous le plus gros challenge finalement, technologique ou culturel et humain? Alors, technologique, c'est de suivre, mais on peut y arriver. Culturel et humain, ça, c'est le plus compliqué dans ce domaine aujourd'hui. Entre les gens qui veulent que ça aille vite, les gens qui ont peur pour leur poste, les gens qui pensent qu'ils vont plus faire des tâches intéressantes. Pour la petite histoire, moi, je fais mentor à l'EPFL sur un des programmes de master. Les gens sont en train de dire, est-ce que j'accélère pas de faire mes crédits parce que peut-être maintenant je trouve un job, dans 6 mois, il y en a plus. Voilà, donc technologiquement, on sait tous que c'est un cauchemar à suivre, mais d'un point de vue culturel, je pense que les organisations, que ce soit privées et publiques, elles ont un énorme travail d'anticipation maintenant et de gérer ça, de qu'est-ce que ça veut dire pour eux, dans 6 mois, dans 12 mois, d'avoir ou pas mis de l'AI partout. Vincent, est-ce que vous partagez? Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour accompagner le mouvement? Alors complètement d'accord, technologiquement il y a forcément un enjeu, mais on doit pouvoir suivre via les formations, mettre des choses en place, on arrive à soutenir culturellement. Nous on doit, c'est justement par le biais de l'étude, c'est un tout petit périmètre autour du code, mais qu'on doit pouvoir extrapoler, et c'est vrai qu'on veut amener cette volonté aux politiques pour des prises de décision derrière, parce que va clairement y avoir des enjeux sociétaux tels que le chômage ou ça, on ne sait pas encore quel poste. On voit tous les gens qui trouvent les opportunités, donc culturellement, qui voient la puissance de l'IA, qui se l'approprient, qui créent des nouvelles choses. Et il y a ceux qui sont un peu à la traîne, et vu que ça va très vite, c'est pas courir derrière un cheval. Là, on est vraiment courir derrière un train qui va très 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 vite. Donc, il y a des risques de grosses fractures numériques et quotidiennes dans l'utilisation. Donc, pour moi, c'est les points où là, les politiques vont devoir se positionner. Et nous, à mon échelle et à l'échelle du service informatique, on va essayer déjà d'amener des premiers éléments de réponse, mais ça va être des sujets à prendre à bras-le-corps. Dimitri? Oui, je rejoins. C'est clair que l'enjeu, il est, de mon point de vue, aussi assez culturel, parce que technologique, il faut rester à jour, il faut pouvoir suivre, mais j'ai envie de dire, l'outil technologique, on arrive toujours plus ou moins à le trouver, mais l'idée derrière, c'est comment est-ce qu'on peut embarquer le métier. Il y a des métiers qui vont changer. Aujourd'hui, on a une approche, vu qu'on est quand même en phase exploratoire, très bottom-up, donc finalement, c'est plutôt le métier qui nous contacte, qui veut essayer des choses vis-à-vis de l'IA, donc on dit que c'est plutôt sain, mais on sait clairement qu'il y a des secteurs qui pourraient être mis sur le carreau, et l'idée c'est de les embarquer, quoi, c'est pas de les laisser tout seuls, et puis de réfléchir beaucoup en amont. Merci. Frédéric? Alors, je rejoins l'aspect effectivement qui est culturel au cœur, avec les remplacements des métiers. Mais ce qu'on observe, nous, c'est vraiment que les métiers, ceux qui ont le savoir-faire, l'expertise, vont encore plus être nécessaires. Et que finalement, ça va renforcer cette expertise et ce savoir-faire. On fait le parallèle, effectivement, peut-être aux étudiants, il faut être encore plus éduqué pour réussir à maîtriser ces outils. Et donc, nous, de côté journaliste, il faut être encore meilleur journaliste pour utiliser ces outils et en tirer tout le potentiel. Donc ça renforce effectivement ce changement, mais qui est principalement culturel et qui ne doit pas être une crainte par rapport à ça. Donc il y a un gros travail effectivement culture du changement et à la fin finalement les gens qui ont peur pour leur travail. Ça je pense c'est un point commun.
Ça sera ma dernière question. C'est moi, j'observe que finalement, cette accélération de l'IA, il y a un espèce de changement de paradigme. Alors, c'était peut-être une question un peu plus philosophique, hein, mais je trouve que ça nous amène à être plus dans une logique objective et que finalement, le chemin, l'importance du chemin s'efface. Je souhaite partir en Thaïlande, je souhaite cibler telle population ou gagner tant de points sur Meta, et finalement, toute la partie algorithmique, chemin, qui je cible sur quelle plateforme ou autre, où je vais acheter mes billets, enfin peu importe, tout ça, ça s'efface. Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez de cette logique justement d'objectif? Est-ce que vous confirmez ou pas? Et quelle place justement pour tout ce savoir ou savoir-faire? C'est là où c'est justement un peu paradoxal entre la partie objectif et la partie savoir-faire. Je pense que le savoir-faire reste le cœur, et les agents IA vont pas enlever du savoir-faire, ça va simplement donner un employé augmenté. Je prends un peu le parallèle avec les exosquelettes. Enfin voilà, ça va juste être un employé qui peut faire plus, qui peut aller plus loin, mais s'il ne sait pas faire son métier, ça va pas le remplacer. Donc ça va encore plus renforcer effectivement cette partie-là. Et je pense que c'est un peu le paradoxe. On a peur que les agents IA, il y en aura partout et plus de métiers, mais non, je pense que c'est juste une extension des employés. Merci. Alors c'est vraiment discussion des droits de partager ou pas partager, hein. Vincent? Alors, je partage cet avis, mais j'en ai également un autre qui est un peu plus peut-être alarmiste, ou c'est ma vision peut-être un peu moins optimiste. C'est qu'en effet, cette vision d'objectif, où on n'a plus besoin de réfléchir à toutes les étapes d'avant, pour moi, on avait peur à l'époque de l'arrivée d'Internet que cognitivement, les gens deviennent, excusez-moi du terme, plus cons. Ça ne s'est pas réellement transformé. On n'a plus eu accès à la donnée ou quoi que ce soit. Par l'IA, surtout si on fait le raccourci en plus générative, on n'a plus besoin en effet de faire ce chemin, de faire cette réflexion, de développer un certain regard extérieur ou poser certains raisonnements, et on a directement notre résultat final. Pour moi, c'est là un risque qu'il y a, mais c'est comme tout, l'être humain, il va s'adapter. Mais c'est peut-être un deuxième aspect qui en prend en compte, c'est sur les facultés cognitives de la population. Ok, ouais, donc l'effet black box, mais aussi le schéma de pensée. Est-ce qu'on doit se forcer à dire, tiens, je pose d'abord mes idées sur papier avant de demander à GPT et consorts qu'est-ce qu'il en pense, et peut-être plus en complément d'idéation qu'au point de départ. Dimitri, votre point de vue? Alors clairement, pour rebondir sur ce qui a été dit, si je reprends l'exemple que j'ai cité avant, on voit que tout le monde arrive finalement à générer quelque chose assez rapidement qui tient plus ou moins la route. Voilà, ça c'est quasiment tout à chacun arrive dans presque n'importe quel domaine. Typiquement, cette personne qui avait créé tout ce code en VBA dans son fichier Excel, ça tenait plus ou moins la route. Mais voilà, sans un regard expert, on voyait très bien qu'il y avait quand même quelques cas de figure où ça fonctionnait pas, où c'était pas optimisé, où ça prenait pas en compte certaines choses. Donc voilà, cette notion de regard expert dessus, elle était finalement essentielle dans ce cas-là. Donc oui, je pense on arrive à faire quelque chose rapidement qui tient plus ou moins la route, mais si on veut vraiment que ça fonctionne bien, pour le moment, de mon point de vue, on peut pas s'affranchir de cette notion expert. Alors peut-être que dans quelques années, on aura un agent IA qui aura ce rôle-là, peut-être, à voir. Super agent qui supervise les agents. Gaëtan? Oui, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites tout à fait correctes. Nous, on a la chance à la Vaudoise Assurance d'avoir un programme de leadership donné par quelqu'un qui est assez influent dans la région sur la réorganisation des organisations. Et dernièrement, il a sorti un article sur l'IA et le leadership, et ce qui sous-entendait derrière, c'est l'intention. C'est que si, avec l'IA, on perd notre intention de pourquoi on faisait les choses, et le risque est grand, je pense qu'on va au-devant de choses pas très drôles, et pour nous, et pour nos parents, et pour nos enfants. Si on garde la maîtrise de l'intention, pourquoi on veut le faire, qu'est-ce qu'on veut en faire, alors je pense que ça sera un super outil, parce que des fois, il n'y a pas de miracle. Poser la bonne question pour pouvoir se projeter sur quelque chose, puis il va nous résumer 10 pages Internet, c'est très puissant. Si on ne sait pas pourquoi on l'a fait, ce qu'on va en faire, c'est très dangereux. J'adore ce corollaire parce que ça fait penser un peu au temps. Aujourd'hui, notre temps, si on n'est plus intentionnel, tiens, cette heure-là, je fais ça, on peut très vite être dispersé. 20 minutes sur TikTok, mince, il y a déjà 20 minutes qui sont passées. Et donc, c'est ce pouvoir de l'intention, je trouve que c'est un beau mot de conclusion. Merci à tous les quatre, on peut les applaudir. Je vais ouvrir aux questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Bonjour, merci pour ces échanges absolument très intéressants et puis qui sont avec des angles et puis surtout des positions différentes. On a des gens du privé, on a des gens des institutions.
Moi, je travaille pour l'État de Vaud et j'ai été particulièrement, enfin, pas que, mais notamment intéressé par ce que disaient Vincent et Dimitri aussi, puisqu'on a des contraintes institutionnelles à peu près équivalentes. Je me souviens, il y a une année, on était à Prilly et on parlait déjà de ces comptes rendus de consultation, je crois, à Morges, sauf erreur, à l'hôpital de Morges, qui avait l'air assez prometteur. On parlait, je crois, d'une réduction de 25 minutes à une dizaine de minutes pour assister les médecins, qui leur permettait d'ailleurs d'être plus proches de leurs patients, en tout cas plus longtemps. Et puis alors la question que je me pose maintenant, c'est, et je l'ai entendu à 2 fois dans côté institutionnel, on n'a rien en production. Donc une année après, ces consultations, je me demandais pourquoi est-ce qu'elles n'étaient pas encore aidées, assistées. Est-ce que c'est des problèmes de valeur, fiabilité, de réglementation, de sécurité, d'argent? Puis surtout finalement, quelles étaient les pistes sur lesquelles vous travailliez pour aller finalement plus loin et enfin, si ça vaut la peine, les utiliser correctement? Oui, alors pour ce projet-là, pour répondre à votre question, c'est en production seulement dans certains cabinets. Donc certains cabinets qui ont fait office de test, qui ont été concluants, eux l'utilisent au quotidien, mais on ne l'a pas encore déployé au sein de toute l'institution pour tous nos cabinets, notamment pour des questions budgétaires aujourd'hui. Typiquement pour cette solution-là, on travaille avec une entreprise suisse qui héberge les données en Suisse, qui font tourner ces modèles en Suisse, qui nous certifie de ne pas envoyer de données à l'extérieur du territoire suisse. Et on a signé des conventions avec eux et on se base là-dessus. Merci beaucoup. Une autre question? Ok, bien merci à tous les 4. On peut les applaudir. Merci beaucoup.